Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Pour la première fois depuis la création du podcast, je réinvite une ancienne invitée. Il y a 1 an, Elodie nous racontait son incroyable mariage en Islande, au beau milieu d'une tempête, après la fin de ses traitements contre le cancer du sein. Elle évoquait d'ailleurs le fait qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants, à son grand regret et celui de Jean-Charles, son mari. Mais ce n'est pas sans compter sur la folie d'Elodie et son optimisme à toute épreuve. En effet, lors de notre premier échange, elle m'annonçait partir l'été suivant en Ukraine, visiter Tchernobyl avec son mari pour leur voyage de noces. Mais je ne me doutais pas qu'ils allaient y faire autre chose que du tourisme. Dans ce nouvel épisode, Elodie nous raconte son voyage de noces en Ukraine avec son mari Jean-Charles, et notamment leur visite complètement dingue de la ville fantôme de Tchernobyl. Elodie revient sur cette décision qu'ils ont prise, à l'époque, de se lancer dans un parcours de GPA, gestation pour autrui, en Ukraine, et de cacher tout le processus à leurs proches. C'est donc en juillet 2021 que leur histoire avec Julia, leur mère porteuse, commence, et je suis très émue de vous faire découvrir l'incroyable récit d'Elodie. À l'époque, le conflit au Donbass dans l'est de l'Ukraine est déjà présent, mais rien ne laisse présager qu'une véritable guerre éclatera quelques mois plus tard entre l'Ukraine et la Russie. Quelques mois après leur retour en France, ils apprennent que Julia est enceinte et Elodie me fait entrer dans la confidence en m'annonçant la grande nouvelle. Et puis, comme vous le savez tous, le 24 février 2022, la Russie décide d'envahir l'Ukraine. Le destin de tout un peuple vacille et se retrouve bousculé, tout comme celui d'Elodie et Jean-Charles, dont la mère porteuse de leur enfant se retrouve au milieu des bombes. Elodie nous raconte donc ce parcours de GPA hors du commun qu'ils ont réussi à mener à terme grâce au courage de Julia et à leurs échanges quotidiens pour garder le lien. Grande habituée des voyages complètement fous, c'est guidée par l'amour cette fois et accompagnée de sa moitié qu'Elodie a vécu à Kiev pendant 1 mois à la naissance de leur petite Nastia. Elle revient sur leur quotidien en Ukraine, rythmé par les alertes anti-bombardement, les heures passées dans l'abri anti-atomique et la rencontre avec leur fille bien sûr. Et cette attente interminable de la part de l'état civil et de l'ambassade pour récupérer les papiers qui les autoriseront à quitter l'Ukraine. Je vous souhaite une très belle écoute en compagnie d'Elodie, un tsunami de joie, d'optimisme et de bonne humeur. Salut Elodie! Bonjour Adèle! Re-bienvenue dans le podcast. Avec plaisir. Pour les auditeurs qui nous écoutent, Elodie est déjà venue dans le podcast en saison 3 pour nous raconter son mariage en Islande. Et en fait, c'est la première fois que je réinvite une invitée quand même. Quel honneur alors! C'est ça! Mais aussi, t'es quand même une invitée assez spéciale, hein, avec des histoires assez incroyables, hein. Exactement. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Elodie ou qui ne se rappellent pas, Elodie est venue en saison 3 du podcast dans l'épisode 68. L'épisode s'appelle Elodie Islande se marier après un cancer parce que donc tu as eu une histoire assez forte que tu nous as racontée l'année dernière dans le podcast. Oui, c'est ça. On va pas refaire l'histoire. Si vous voulez réécouter ou découvrir l'histoire d'Elodie, épisode 68. Et puis nous, sinon, on va embarquer pour la nouvelle aventure que tu vas nous raconter. Juste, je vais quand même te demander de te présenter de nouveau, nous donner ton prénom, ton âge, la ville où tu vis et puis ton parcours professionnel en quelques mots. Alors, je m'appelle Elodie, j'ai 40 ans. J'ai une petite fille qui s'appelle Oksana qui a 11 ans. Et une deuxième, Nastia, qui a 1 mois.
J'habite à Romilly-sur-Seine et avant mon cancer, je travaillais en centrale nucléaire, en intérim. Et c'est là que tu as rencontré Jean-Charles, il me semble. Voilà, c'est ça. J'ai rencontré Jean-Charles sur le lieu de mon travail. Eh bien écoute, on va commencer par toutes les questions que je pose à tous mes invités, à savoir d'où est-ce que te vient la passion du voyage? Alors mes parents m'ont toujours inculqué les voyages depuis ma naissance. On partait en camion avec mon père un mois dans différents pays et cette passion est devenue grandissante et maintenant je voyage régulièrement et je peux pas expliquer, c'est une passion qui m'apporte beaucoup, hein. Et donc quel type de voyageuse tu es? Alors, voyageuse assez, particulière, exploratrice, aventurière. On n'aime pas les hôtels, on aime bien l'aventure hein, et surtout, être au contact avec la population, hein. Aussi en fourgon aménagé, plus Oui, récemment. on a un fourgon aménagé, donc on est parti, plusieurs fois avec, notre camion, hein. On va remettre un petit peu dans le contexte. Déjà, on va parler de l'Ukraine, comme vous avez pu le voir dans le titre de l'épisode. Et on va parler en plus de l'Ukraine, un peu une sorte de avant et après, si je puis dire. Donc j'aimerais bien déjà que tu nous remettes dans le contexte de l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'en premier lieu, vous êtes allé en Ukraine? Donc on est parti en Ukraine, pour faire notre voyage de noces à Tchernobyl. Alors comme je le disais, hein, des voyages assez atypiques. Là, on était pile poil dedans, hein. C'est ça. Et par la même occasion, on avait un rendez-vous avec la clinique à Kiev. Dans notre premier échange qu'on a fait l'année dernière, tu nous racontais donc votre mariage en Islande avec JC. Donc finalement, on a un petit peu là, dans la suite, le voyage de noces, donc qui s'est passé en Ukraine. Voilà, c'était la suite logique. Et donc toi, tu t'es mariée avec JC donc à la fin de tes traitements, enfin de ta chimiothérapie, radiothérapie. Oui, c'est ça, juste après mes traitements. C'est ça. Et en fait, toi, tu as encore des médicaments que tu prends pendant encore un certain nombre d'années. Oui, je suis actuellement sous zone hormonothérapie. J'ai un traitement pendant 10 ans, un traitement antirécidive et j'ai des piqûres tous les 3 mois pour stopper mes hormones. Donc tu ne peux plus avoir d'enfants. C'est ça, je ne peux plus porter d'enfant, hein. Comme je n'ai plus d'hormones, plus d'ovules. C'est ça, et toi, donc tu as Oksana, comme tu le disais tout à l'heure, donc que tu as Voilà, eu d'une j'ai ma grande précédente union. fille et en fait, avant que le cancer se déclare, on était en projet bébé avec, Jean-Charles et du coup, on a tout stoppé et on s'est dit que c'était pas le cancer qui allait gagner, mais nous, et peu importe de la façon qu'on allait faire aboutir ce projet, on allait y arriver, hein. Alors déjà, vous vous êtes tourné vers une gestation pour autrui. Et est-ce que je peux te demander pourquoi vous auriez pas fait, vous n'êtes pas parti par exemple sur une adoption Alors, on s'est renseigné dans notre région, dans l'Aube, pour l'adoption. On a fait plusieurs réunions et on nous a annoncé 7 ans d'attente avec 5% de chance d'avoir un enfant adopté. Ah ouais, tout de suite ça refroidit quoi. Voilà, ça refroidit et sachant l'âge qu'on a, on a 40 ans tous les deux, c'est compliqué d'attendre autant de temps sans pour autant être sûr de pouvoir avoir un enfant adoptable. Puis ça fait tard après au niveau de Oui, ça l'âge. fait beaucoup trop tard, hein. Puis ouais, la différence d'âge aussi avec Oksana. Enfin oui, c'est vrai que je comprends, c'est compliqué. Et donc, mais comment est-ce que vous dirigez vers la GPA? Comment est-ce que vous en entendez parler? Parce qu'en France, c'est quand même pas, ça ne se fait pas hein, la GPA. C'est interdit en France, hein. La GPA est interdite en France. Et suite à ces réunions pour l'adoption, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une autre solution, hein. Et le seul moyen d'avoir notre enfant, c'était la GPA. Et donc, vous vous portez sur l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine? Alors, l'Ukraine, c'était au niveau de la proximité, comme c'est à côté de l'Europe, et au niveau aussi du tarif et de l'encadrement. On voulait être certain que les mères porteuses étaient bien traitées et que le processus était très bien encadré, hein. Qu'est-ce que c'est les toutes premières démarches? Alors j'ai contacté une clinique à Kiev par mail et ensuite on a eu plusieurs échanges et Jean-Charles voulait se rendre sur place pour rencontrer la clinique pour être sûr de son choix et de voir comment ça se passait là-bas. Et c'est donc là que vous vous dites, pourquoi est-ce qu'on ferait pas notre voyage de noces Voilà. en Ukraine, c'est ça? Voilà, donc de là on s'est dit on va faire notre voyage de noces à Tchernobyl et en même temps on va aller rendre visite à la clinique de GPA mère porteuse.
Génial. Alors, comment est-ce que ça se passe, l'organisation du voyage? Combien de temps vous pensez partir et comment est-ce que vous y allez? Alors, on est parti en camion aménagé. On a mis 3 jours de route. On est passé par l'Allemagne, la Pologne et ensuite l'Ukraine. Et on s'est rendu à Kiev. Ok, et donc là, vous commencez d'abord à la clinique. On commence d'abord par notre voyage de noces à Tchernobyl, donc une visite à Tchernobyl. Et comme mon conjoint travaille en centrale nucléaire, voilà, c'était son rêve Ah de ben ouais, c'était visiter son ce grand site, hein. terrain de jeu là. Voilà, c'est ça. Il avait d'ailleurs emmené son matériel avec lui pour Oh contrôler, putain. oui. Oh non, Si, si, si. carrément, toujours Ah oui, plus. oui, toujours plus, voilà. Il voulait emmener son matériel, donc il a contrôlé les radiations, les contaminations. Mais alors, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on réserve, par exemple, pour aller à Tchernobyl? Comment ça se passe? Alors de Kiev, on peut réserver, c'est un petit bus qui nous emmène parce que le voyage doit être encadré et on a un guide qui est avec nous et qui nous explique un petit peu le lieu où on est, ce qui s'est passé et l'histoire, hein. D'accord. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on voit à Tchernobyl, tout ça? Tout ce qu'on voit à la télé, hein, tout ce qu'on a vu dans les reportages, hein, c'est des paysages assez sombres, hein. On voit que les paysages ont été dévastés par l'explosion qu'il y a eu, hein. C'est vraiment un peu comme la série de Tchernobyl. Je ne sais pas si tu connais, c'est vraiment ces images qu'on voit. Apocalyptique. Oui, c'est ça. Et toi, alors, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, dans cette ville? Ah, beaucoup d'émotions, hein, de se dire que on a tous entendu parler de Tchernobyl et là on y était, on a eu beaucoup de peine aussi, hein. C'est triste de savoir qu'il y a eu énormément de morts là-bas et ça prend au cœur, hein. Est-ce que c'est un tour vraiment précis, tout ce qu'on voit dans la ville? Vous êtes toujours en groupe? Comment ça se passe Oui, concrètement? c'est des petits groupes de 5 personnes, hein, environ. C'est des petits bus, on est 5, 6 dans le bus et il y a le guide qui nous accompagne. Ah oui, vous êtes jamais laissé seul, même Non, non, à non. l'intérieur. Par Ouais. sécurité, on est toujours accompagné. Et est-ce que vous avez un équipement à porter? Non, par contre, on doit porter des vêtements longs pour éviter la contamination. Donc se couvrir les manches et avoir un jean, un pantalon pour éviter la contamination. Et ça vous a pris combien de temps cette visite alors? Une journée complète. Et on a aussi visité Pripyat. C'est une ville qui a été construite à l'époque et qui a été détruite. Et il y a une fête foraine qui est restée comme ça. Enfin, tout s'est arrêté, hein. Ça doit vraiment être fou à voir et à vivre et d'y être, quoi. Ah, les émotions sont intenses, hein. Quand on est sur ce lieu-là, ça prend aux tripes, hein. C'est ça, et puis on voit quand même des images circuler, et puis il y a tous ces bâtiments un peu détruits, la nature en même temps qui Oui, reprend qui un a peu le repris le dessus, dessus. oui. C'est ça, et Ouais, à l'intérieur quand même des bâtiments, on voit des petites paires de chaussures, des objets, des c'est machins, c'est ça, quand ouais. même incroyable. Je me souviens d'une classe d'école où tu voyais encore les livres, les craies, le tableau. C'est vraiment intense, hein. Tout ce que tu ressens quand tu es là-bas, c'est fou. Et donc oui, il y a une école, il y a une fête foraine, tu nous as dit, qu'est-ce qu'il y a Oui, d'autre? supermarché. Après, tu vois les villages aussi. Tu vois aussi tout le matériel qui a été utilisé pour décontaminer. Après, on a visité aussi l'intérieur. Enfin, on a été tout près du réacteur où il y a eu un dôme de construit pour le protéger. Ah oui. Oui. Donc là, vous passez la journée donc à Tchernobyl. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait d'autre alors pour votre voyage de noces? Alors, on a visité toute l'Ukraine. On est parti 3 semaines tout autour de l'Ukraine. On a été jusqu'à la Crimée. On s'est baigné dans un lac rose. On a visité beaucoup de villes. Odessa, Skadgov. Enfin, c'est vrai que maintenant on entend parler de ces villes-là, alors qu'avant c'était inconnu. J'allais te le dire, il y a un an, tu nous aurais dit ces noms de villes, on serait comme ça, quoi. Et maintenant, en fait, malheureusement, ça nous parle un peu trop, quoi, ces noms de C'est villes. ça, oui. Malheureusement, oui. Donc toi, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait donc un tour de l'Ukraine avec le fourgon aménagé. Donc vous dormiez tous les soirs dans votre fourgon. Oui, dans un endroit différent tous les soirs. Est-ce que tu veux nous raconter peut-être des moments forts de ce périple, des souvenirs, des rencontres particulières
particulière, en dehors évidemment de la clinique et tout ça, puisqu'on va en parler, hein. Oui, des belles rencontres, hein. On a passé 2 jours avec une famille au bord d'un lac et on est devenus amis et on a toujours contact avec eux. Et l'Ukraine est un pays très accueillant. Tu ne parles pas la langue. Vous parliez donc en anglais ou ils parlaient un peu français? On parle avec les mains et le traducteur sur le téléphone, c'est bien pratique. Bien sûr, ouais, c'est génial. Donc, c'est vrai que le voyage, finalement, on n'a plus cette barrière de la langue, on arrive toujours à se comprendre, hein, j'ai l'impression. Avec le téléphone, ça te facilite tellement les choses pour communiquer. Et au fait, je t'ai même pas demandé, mais quand vous dites à vos proches, nous, on part faire notre voyage de noces en Ukraine, c'est quoi leur réaction? Ça m'étonne pas d'eux. Les proches sont habitués un petit peu à nos voyages, donc pas vraiment surpris, hein. Donc vous faites votre tour de 3 semaines et après vous retournez donc à Kiev les derniers jours, c'est ça? Alors, en fait, on a été à la clinique le lendemain de notre visite à Tchernobyl pour prendre un premier contact et se laisser le temps de réfléchir. Ensuite, on fait notre petit périple pendant 3 semaines et c'est là qu'on retourne à la clinique signer le contrat. Donc alors comment ça se passe déjà la première fois où vous y allez, le premier rendez-vous finalement? C'est le contact avec la coordinatrice qui nous explique comment ça va se passer, comment ils vont choisir la mère porteuse, le contrôle, tout le protocole qui va s'en suivre. C'était aussi être sur place et voir comment ça se passait. Et c'est vrai qu'on a eu le sentiment que la clinique était sérieuse en fait. C'est ça, vous aviez besoin de voir pour ouais, avoir l'instinct, sentir. Voilà, surtout Jean-Charles. C'est vrai que moi, je suis plutôt à foncer tête baissée. Jean-Charles C'est vrai qu'il a est l'air un toujours, petit peu plus... voilà, il est toujours là pour me canaliser. Donc, il m'a dit, attends, on va sur place, on va voir comment ça se passe et on verra. Est-ce que c'est à ce moment-là quand même que vous enclenchez les démarches? Oui, oui, oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour dire ok, nous, on se lance? Alors, on va signer un contrat au notaire et après, on a plusieurs papiers à remplir, hein, parce qu'il faut être obligatoirement marié. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est marié en Islande, pour ce projet. Voilà. Oh, ça tu m'avais pas Oui, dit. non, non, parce que quand on se renseignait, l'Ukraine nous avait dit qu'il fallait se marier pour faire une GPA. Et c'est pour cette raison aussi qu'on s'est marié un peu dans la précipitation. Tu dis oui, on est allé chez le notaire, donc c'est-à-dire que vous êtes allé à Kiev, chez un notaire à Kiev? Oui, alors on a été au notaire à Kiev, signer le contrat et ensuite il faut donner son matériel entre guillemets pour la création de l'embryon. Ah oui, direct quoi. Ah oui, c'est... Oui, oui, Ah oui, direct. oui, oui. Oui, oui, Et du c'est coup, très faut rapide. payer aussi tout de suite? Alors on doit payer 8%, je crois, du contrat dès le début, hein. Et est-ce que je peux te demander combien est-ce que vous avez payé? Alors pour une GPA, c'est 41 000 € 500. C'est presque le projet d'une vie, j'ai envie de dire. C'est ça, oui. Donc vous avez payé 8% de 41 000 euros. C'est ça, oui. Et ça fait pas un peu peur quand même de signer, payer tout de suite, et puis parce que ça peut ne pas fonctionner aussi quand même. Alors, normalement, ça fonctionne et on était positive et on était sûr que ça allait fonctionner. Donc, il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il vous en parle quand même de la possibilité que ça puisse ne pas fonctionner? Alors, en fait, dans le contrat, tu as le droit à plusieurs essais. Donc, suivant le nombre d'embryons, tu as le droit à plusieurs essais. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de risque que ça ne fonctionne pas. Puis au moins ça t'assure que tu as payé une fois, mais que tu vas pas repayer encore une autre fois, etc. Ça inclut en fait plusieurs essais. C'est ça. Donc c'est quand même rassurant finalement, parce que moi je pensais que tu payais et puis que si ça Non, fonctionnait pas, bah tant pis pour toi. non, non. Ok, donc là vous lancez le truc, vous payez, JC offre son matériel, Voilà, c'est ça. et là vous rentrez en Ukraine ou est-ce que vous rencontrez déjà une possible mère porteuse? Alors non, on rentre chez nous parce qu'après, il y a le temps que les embryons soient analysés. Donc, ils sont analysés à Chypre. Ils sont envoyés à Chypre et ça s'appelle une DPI. Et chaque embryon est analysé pour être sûr qu'il n'y a aucune maladie génétique dessus, hein.
Donc ça, c'est pour aussi préserver la santé de la mère porteuse. Et de l'enfant également, ça évite toute maladie génétiquement connue, hein. Donc, ben alors, vous rentrez d'Ukraine et est-ce que vous annoncez la nouvelle à vos proches de ce que vous avez fait? On ne dit rien du tout. Donc, vous rentrez donc en France et puis alors, quand est-ce que vous avez un nouveau contact avec la clinique? Alors, on nous annonce qu'on a 7 embryons, tous sains. Et à Chypre, donc suivant les analyses, on peut savoir si c'est des filles ou des garçons, hein. Et on a eu 4 garçons et 3 filles. Ok, mais du coup, vous pouvez choisir après? Voilà, c'est ça. En Ukraine, la GPA est autorisée et tu peux également choisir le sexe du bébé, hein. Ben alors, raconte comment est-ce que vous avez choisi? Ah ouais, ça a été simple. On a fait un petit vote en famille. Oksana l'a voté fille, Jean-Charles il a voté fille et moi j'ai voté fille. Donc C'est pas vrai. c'était une évidence. Ah, vous Une vouliez petite tous une fille. fille en Oui, fait. oui, oui. Du coup, vous annoncez à la clinique que vous voulez une Une fille. petite fille. Donc ensuite, la clinique nous choisit une mère porteuse. Et par contre, elle nous interdit tout contact avec la mère porteuse pour éviter toute dérive. Donc vous savez juste son nom. Voilà, on sait son nom et c'est tout, hein. Donc ensuite, étape suivante. Alors le 29 novembre, le premier essai qui a fonctionné du premier coup, hein. Comment est-ce que tu l'apprends? Eh ben, on apprend à Noël par mail que la prise de sang est positive et que bah, on va être parents. Ouais, donc en fait, j'ai même pas relevé, mais finalement, il y a qu'Oksana qui est mise dans la confidence. Oui, Oksana était dans la confidence. D'accord, donc vous lui annoncez qu'elle va avoir une petite sœur à Noël. Oui, Est-ce que tu peux me raconter ce moment? bah, elle était toute contente, hein. C'est un beau cadeau de Noël, hein. À la fois un petit peu surréaliste, hein, parce que tu as du mal à t'imaginer que ce soit vrai. Enfin, comme tu vois pas les choses et tu es loin, tu vis ça un peu par procuration, donc c'est un petit peu compliqué de réaliser. C'est ça. Et du coup, vous recevez les échographies par mail? Oui, on reçoit tout par mail, tous les examens. Alors là, les mois passent, j'ai envie de dire. On arrive en février. Au mois de février. Et donc, on a voulu attendre 3 mois pour l'annoncer à notre famille. Ah, d'accord, vous l'avez quand même dit. Ok. Non, non, on voulait Ah bon. le dire. Oh, Et ok, nuance. au moment de le dire, la guerre s'est déclarée, donc on a préféré ne rien dire à personne. Sachant que avant vraiment que l'Ukraine soit envahie, ça faisait quand même 2 semaines qu'on sentait qu'il y avait des grandes tensions, hein. Et là, vous étiez comment déjà avant Ah bah on était bah, tendus, hein, on regardait les infos du matin au soir, hein, et bah, on n'était pas serein, hein. Et au fond de moi, je savais qu'il allait avoir la guerre. Je le sentais, hein. Et est-ce que vous aviez quand même déjà la clinique qui commençait à communiquer avec vous ou pas du tout? On était en contact avec la clinique, mais bon, ils pouvaient pas nous répondre. Enfin, eux non plus ne savaient pas comment le conflit allait évoluer, hein. Pour l'instant, oui, ils se prononçaient pas sur Non. les suites, quoi. Donc, ben, ce fameux jour arrive. Ah bah là, c'est très compliqué, hein. Oui, on apprend aux infos en pleine nuit que bah, l'Ukraine est envahie. Pas de contact avec notre mère porteuse. Bah, ça a été très dur, hein. Comment ça se passe? Là, est-ce que vous avez la clinique qui vous contacte pour vous expliquer comment ça va se dérouler maintenant Alors la clinique, bah, un peu perdue, hein. C'est une situation qu'ils ne connaissaient pas, donc elle nous apportait pas forcément de réponse, hein. D'accord, donc vous aviez votre bébé dans le ventre d'une mère porteuse qui est en Ukraine, Sous les bombardements. sous les bombardements, parce qu'en plus, c'est vrai qu'au départ, les troupes sont allées directement sur Kiev, hein. Au départ, c'est vraiment Kiev qui a été visé. Oui, et notre mère porteuse habite à 80 km de Kiev. Voilà, et donc voilà, vous savez tout ça, vous avez toutes ces infos, vous savez que Nastia va arriver en août, mais voilà, ça, mystère pour la récupérer, de comment ça va se passer, etc., quoi. L'incertitude la plus complète, hein. Donc les mois d'angoisse commencent. Oui, et du coup, on a contacté la clinique pour avoir le numéro de notre mère porteuse. Et du fait du conflit et de la guerre, ils nous ont autorisé à prendre contact avec elle. Donc voilà, circonstances exceptionnelles, solutions exceptionnelles. Voilà.
Donc en fait, vous connaissez votre mère porteuse et vous avez créé un véritable lien avec elle. Tout à fait, on était en contact tous les jours via une application Telegram et enfin, du matin au soir, on discutait ensemble, on apprenait à se connaître aussi et on va dire que c'est le point positif que j'ai eu entre guillemets à cause de la guerre. Enfin, ça m'a permis d'être en contact avec elle et qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir appris à la connaître, hein. Et finalement, c'était un petit peu entre guillemets, hein, une chance dans ce malheur parce qu'en temps normal, tu n'aurais jamais eu de contact avec elle. C'est ça, oui. Alors que c'est apparemment une très belle personne. Ah oui, oui, Julia, c'est une personne exceptionnelle. Et si tu veux, elle m'a fait vivre la grossesse. Elle m'envoyait quasiment tous les jours des vidéos de son petit ventre qui bougeait. Elle m'expliquait tous les ressentis qu'elle avait quand Nastia avait le hoquet. J'ai ressenti un petit peu la grossesse de loin, on va Tu l'as dire. un peu vécu. Oui, je l'ai vécu, hein. Et comment ça se passait pour elle, la vie là-bas? C'est-à-dire, c'est pour faire les examens médicaux qu'il faut faire pendant la grossesse? Alors tous les examens ont continué, tout était ouvert, les hôpitaux. Malgré la guerre, la vie continuait. C'est incroyable. Oui. Quel courage, hein. Et c'est Julia qui me rassurait alors qu'elle était dans un pays en guerre. Elle me disait, Élodie, t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas. Puis j'imagine en plus que ce genre de situation, t'imagines le pire, parce que c'est vrai que vivre une grossesse stressée, c'est jamais. Enfin, ça peut être mauvais pour l'enfant, ça peut aussi provoquer des fausses couches, etc. Donc c'est que ça a dû être hyper stressant pour elle. C'est un peu la pression, j'imagine, et puis pour toi, la peur de perdre Pour nous deux, ta hein. fille. Ouais, pour nous deux, ça a été un petit peu compliqué, hein. Donc comment ça se passe après? Donc vous faites, elle t'envoie les différentes échographies, elle te donne des nouvelles. Et puis je sais pas, peut-être qu'on arrive en juin et vous commencez à préparer un plan pour la suite. Ou est-ce que tu as la clinique peut-être qui te contacte? Alors la clinique nous informe que malgré la guerre, l'accouchement aura lieu à Kiev. Et là, la peur nous envahit. Kiev est à 700 km de la frontière et on se dit que va falloir y aller. C'est ça, parce que alors oui, on n'a pas expliqué. Mais alors comment est-ce qu'on récupère l'enfant en temps normal dans une situation de GPA? De la même façon que là, on a récupéré notre fille, il faut aller la chercher à l'hôpital de Kiev. Ok, et après il y a des papiers? Oui, il y a des papiers à faire derrière pour l'acte de naissance ukrainien et des papiers aussi à l'ambassade de France. Donc en fait, ce qui vous annonce finalement, c'est que ça va se passer exactement comme si Comme c'était en temps prévu. normal, sauf Oui, que vous allez devoir y aller c'est sous les ça. bombes et tout ça. C'est exactement le même parcours qui était prévu, sauf qu'il y a la guerre, hein. Donc, alors, avec JC, toi, vos réactions Ah bah très peur, hein, cauchemar toute la nuit. Bon, j'y sais un peu moins que moi, un peu plus confiant. Mais moi, j'ai été énormément stressée de dire qu'on allait traverser un pays en guerre et qu'on devrait y rester une semaine, voire plus, 2 semaines, 3 semaines, le temps de faire les papiers. Donc, du coup, Julia t'annonce qu'elle a mis au monde Nastia ou elle déjà t'es prévenu un peu en avance que le travail commence. Comment est-ce que ça se passe? Nastia était prévue le 22 août et le 21 juillet, donc un mois avant, Julia m'envoie un message pour me féliciter et me dire que j'étais maman. Et Oh sur le coup, non. je n'ai pas compris. Je lui dis, mais comment ça, Il je n'y a pas une suis faute avec maman? ton Oui, traducteur, là? oui, voilà. Sur le coup, oui, j'ai pensé un peu. Je me suis dit, c'est le traducteur qui a merdé, tu vois. Et après, je lui redemande, elle me fait, oui, je viens d'accoucher par césarienne. C'était pas prévu. Et en fait, le bébé a eu une insuffisance cardiaque et le médecin a préféré faire une césarienne d'urgence. Et tu sais à quoi c'était dû ou pas du tout? Non, 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 je ne sais pas. Donc, du coup, elle t'annonce. Et alors là, avec JC, raconte-moi quand tu dis à JC. Alors, j'appelle Jean-Charles qui était à la maison. Je lui dis, bah écoute, t'es papa? Bah, il me dit, non, c'est pas possible. C'est dans un mois. Rien n'est prêt. Aucune valise, aucun papier. Rien n'était prêt. Puis psychologiquement, en plus, tu sais, déjà, t'es pas préparé, t'es jamais préparé à ça. Mais tu te dis, bon, on a encore un mois pour préparer. Puis là, en fait, on te dit, faut que tu partes maintenant. Et la veille, on venait de finir la chambre à Nastia.
Ah, tu vois, comme quoi, hein, il y a quand même des signes, hein, c'est fou. Ouais, c'est ça, oui. Donc alors, comment est-ce qu'on se prépare à partir dans un pays en guerre, Élodie, s'il te Ah plaît? bah, on se prépare pas, on fonce. Du coup, le lendemain, on a commencé à charger la voiture, on a pris des provisions à manger, enfin beaucoup de choses au cas où. Et on est parti le surlendemain en Ukraine. T'as l'impression d'être dans un rêve, enfin dans un cauchemar, Ouais, tu rêve, j'en réalises sais pas, quoi. rien. Non, tu réalises pas du tout. Et tu te dis, t'as pas le choix. Il faut aller là-bas, il y a ta fille qui t'attend et il faut aller la chercher, hein. Et donc, vous êtes parti avec votre voiture. Oui, on est parti avec notre voiture. 3 jours de trajet avec notre voiture. Et est-ce que vous aviez déjà eu des informations de comment ça se passait pour d'autres parents qui étaient dans la même situation que vous? Oui, j'étais en contact avec d'autres parents qui ont été aussi chercher leur enfant à Kiev. Et donc, ça nous a beaucoup rassurés de savoir que tout s'était bien passé malgré la guerre. Donc, on s'est dit, bon, bah, si eux, ils ont réussi, nous aussi, on va réussir. Ok, donc ouais, ils vous ont expliqué ouais, le déroulé de quand ils arrivent Oui. là-bas, comment ça se Mm. passe, etc. Ah ouais, donc ça c'est quand même rassurant hein, de Oui, trouver très des personnes rassurant. comme ça. Mm. Et à mon tour, je rassure d'autres couples qui doivent partir à Kiev. Et comment ça se passe donc l'entrée en Ukraine? Comment est-ce qu'on entre en Ukraine en ce moment? Alors, bah, tu passes à la frontière, normalement. On a attendu 1 heure et demie, on présente nos passeports, ils contrôlent le véhicule et on avait avec nous une lettre d'invitation de la clinique pour expliquer la raison pour laquelle on allait en Ukraine. Et au préalable, on a dû faire une reconnaissance de paternité anticipée auprès de notre villa pour justifier notre visite à Kiev. Parce que sinon on peut vous refuser On peut nous l'entrée? refuser si on n'a pas tous les papiers, hein. Eh bien alors, je veux bien que tu nous racontes le trajet de la frontière en Ukraine jusqu'à Kiev. Bah, le trajet, c'est prenant, hein. C'est tout le long, tu vois des villages détruits, des immeubles calcinés, des images de guerre, hein. Et tu passes des checkpoints, il y a des militaires qui t'arrêtent ou pas, ça dépend. T'as des barricades, des sacs de sable, c'est la guerre, quoi. Pour nous, Français, ça paraît tellement lointain, ça fait tellement partie de la fiction pour nous, un pays en guerre, je trouve. Oui, on a du mal à réaliser que ce soit possible, alors que l'Ukraine, c'est à côté de chez nous, hein, finalement. Et donc, vous arrivez à Kiev. Comment ça se passe en fait pour vous loger? Est-ce qu'il y a encore des hôtels, par exemple? Alors oui, comme beaucoup d'habitants de Kiev ont quitté la ville, ils mettent en location leurs appartements. Nous, on a loué un appartement. En fait, la clinique nous proposait un appartement, mais ça ne nous convenait pas parce qu'on était en dehors de Kiev, à 1 heure du centre-ville, et dans un quartier où il y avait eu récemment des tirs de roquettes, Ah oui, hein. effectivement, Donc, oui. donc on a évité. On voulait être en plein Kiev. On se sentait plus en sécurité et on a loué un appartement dans un immeuble où il y avait un bunker anti-atomique. Comment est-ce que vous louez un appartement? On passe par Airbnb? Je sais même Airbnb, pas. tout simplement. Non, tout Si, simplement. oui, Ah oui, d'accord. Et donc en fait, après là, vous cherchiez le critère bunker, quoi. Non, mais oui. c'est juste hallucinant d'entendre ça. Donc vous arrivez donc sur place et comment ça se passe pour voir Nastia? Alors, Nastia, elle était sous couveuse. Il fallait attendre sa sortie pour pouvoir la rencontrer avec Julia. Donc, on a attendu 3-4 jours et on a pu faire ensuite la rencontre de Julia et de Nastia en même temps. Alors, on est arrivé à l'hôpital. Alors, devant l'hôpital, tu as des sacs de sable, donc encore une présence de la guerre, hein. Et Julia est arrivée, on lui a donné des habits, elle a habillé notre fille et elle nous a tendu le couffin avec notre fille. Et là, bon, en sanglots, on s'est serré dans les bras. C'était magique. Et ça, en fait, en temps normal, tu n'aurais pas pu la Non, rencontrer même à ce non. moment-là? Oh, ça a dû vraiment être un moment incroyable. Un moment incroyable, comme tu Indescriptible, dis. Ouais. j'imagine. Mm. C'est Une des ça. plus belles rencontres de notre vie. Notre fille et notre mère porteuse en même temps, c'était très fort. Et on n'en a pas parlé, mais pourquoi Nastia? Alors, on voulait un prénom ukrainien en hommage à son histoire, à la guerre aussi. C'était
important pour nous que notre petite fille ait un prénom d'origine ukrainienne. On hésitait entre Olena et Nastia, et quand j'en ai parlé à Julia, notre mère porteuse, donc je lui ai expliqué qu'on hésitait entre ces deux prénoms. Et là, elle m'annonce qu'elle devait s'appeler Nastia à sa naissance et que au dernier moment, sa maman a changé d'avis. Alors là, c'était une évidence. Notre fille allait s'appeler Nastia en hommage à notre mère porteuse. Est-ce que peut-être on pourrait juste rembobiner un tout petit peu, mais que vous nous racontiez vos premières heures, votre première journée à Kiev? Eh bien, on a tout de suite été mis dans le bain. On arrive et des alarmes anti-bombardement retentissent. Donc, on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire parce qu'en fait, là-bas, ça fonctionne d'une certaine façon. Donc, si tu as une alarme, cela veut dire qu'il y a un missile ou un objet au-dessus de l'Ukraine. Si ça sonne 2 fois, l'objet est en train de se rapprocher de la région. Et si ça sonne 3 fois, ça veut dire que c'est dans la région de Kiev. Donc, dès qu'il y a 3 sonneries au niveau des alarmes, bah, faut aller se planquer, hein. Au début, on était se planquer avec rien avec nous, hein, dans la précipitation. Et puis après, bah, on commence à se renseigner. On voit les gens autour de nous, ce qu'ils prennent. Donc, on prend nos papiers, nos affaires à boire, un petit peu à manger. Ça durait entre 20 minutes et 2 heures. Après, s'il y avait eu des bombardements intenses, on aurait pu y rester 2 jours. Mais ça, on ne peut pas le savoir, hein. Comment est-ce que vous savez que vous pouvez sortir? Alors, on a installé des applications sur nos téléphones qui nous préviennent, en plus des alarmes qu'on entend dans Kiev. On reçoit une alerte comme quoi il faut aller se planquer. Et une fois que l'alarme est levée, ben, on reçoit un autre message pour nous dire qu'on peut retourner à notre appartement. Ça doit vraiment être déroutant. On a du mal à y croire et on prie pour que rien nous arrive, hein. C'est très stressant d'être dans ce bunker. C'est en dessous l'immeuble. On visite un petit peu au début, on regarde toutes les pièces, on voit des lits par terre. Donc il y a des restants de la guerre. Enfin, même si les troupes russes sont parties de Kiev, bah, il y a des alarmes tous les jours au quotidien. La vie à Kiev a repris, mais tu as environ 4 à 5 alarmes anti-bombardement par jour. Et le jour où on a été chercher Nastia à la maternité, il y a eu un bombardement le matin à 10-15 km de l'immeuble où on était, hein. C'est compliqué psychologiquement et physiquement aussi, hein. C'est très dur à gérer tout ça. Et ouais, donc le sommeil, là, ça a dû être... Ah bah tu dors pas du tout, hein. La nuit, généralement, tu es réveillé 2 à 3 fois dans la nuit à cause des alarmes, hein. Ouais, ça vous a quand même fait un petit entraînement avant que Nastia C'est arrive ça, dans votre appartement. on était prêts, hein. C'est ça, si on peut essayer de trouver un peu de positif là-dedans. Oui. Donc, alors, vous récupérez Nastia, vous rentrez à l'appartement et commencez alors ces premières heures en tant que parent. Que des pleurs, des larmes. On a du mal à croire que c'est vrai. On n'y croit pas. On la regarde, on se dit mais oh, on l'a fait. Elle est là, c'est notre fille. Et puis, il faut le dire, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah oui, oui, elle est belle. Elle a l'air aussi extrêmement paisible. Est-ce que c'est parce que tu montres que le positif ou est-ce qu'elle est paisible tout le temps comme ça? Alors, on a essayé de pas trop stresser pour éviter qu'elle soit stressée à son tour et je pense qu'elle est paisible, hein. Elle a l'air tellement détendue, hein. C'est incroyable, ça m'a vraiment frappé aussi ça dans ce que tu montres. Évidemment, tu n'as pas montré les moments où elle est en crise et qu'elle a faim, etc. Mais même, je sais pas, dans son comportement quand elle est éveillée, elle a l'air hyper calme, quoi. Non, dans l'ensemble, c'est un petit bébé qui est très calme, hein. Donc la vie continue dans Kiev, c'est-à-dire que vous alliez faire vos courses dans les magasins. Alors au début, on n'osait pas sortir de l'appartement et quand on a vu que bah, tout le monde sortait, on a commencé. Et après, bah, on s'est adapté à la vie ukrainienne en guerre. Donc par exemple, si une alarme sonne quand vous êtes au restaurant ou en promenade, comment ça se passe? On va se cacher dans les métros, hein. On a continué à vivre, aller au restaurant, faire nos courses, se promener, balader en poussette et bah, à chaque alarme, bah, on allait se réfugier, hein. Est-ce que tu peux nous dire la suite là, de ce qui se passe? Parce que concrètement, vous ne pouvez pas quitter le pays tout de suite une fois que vous avez Nastia.
On doit obtenir l'acte de naissance ukrainien. Donc ça a pris quasiment, je crois, une quinzaine de jours. Ça a été très très long. Donc ensuite, il y a des tests ADN pour certifier que c'est notre enfant. Une fois que l'acte de naissance ukrainien est en notre possession, on doit le faire apostiller et traduire en français. Ensuite, tous ces papiers sont donnés à l'ambassade de France à Kiev qui nous accorde un laissez-passer et c'est ce fameux laissez-passer qui nous donne l'autorisation de repartir chez nous en France. Incroyable, oui, parce que sinon ça voudrait dire, enfin, on pourrait croire que vous avez volé un bébé et que vous essayez de quitter l'Ukraine, hein, c'est ça, Oui, concrètement. mais heureusement, Ah ouais, heureusement qu'il y a toutes ces bien sûr. formalités et c'est tant mieux, hein. Et en général, les parents qui sont en parcours de GPA reviennent au bout de 10 jours. Mais nous, on est revenus au bout de 33 jours, il me semble. Et l'attente est interminable, hein, même si on passe des super moments avec notre fille, hein. Il y a le côté angoissant de la guerre, hein. Tous les jours, on se demande qu'est-ce qui va se passer. Et bah, finalement, on s'habitue, hein. On C'est fou, hein, s'habitue. on Ouais, s'habitue à tout. on s'y habitue, hein. Est-ce que vous pouvez faire des zooms, des appels avec votre famille quand même pour les rassurer? Oui, oui, on fait beaucoup de cam avec la famille, les amis. On présente du coup notre petite Nastia à tout le monde, hein, virtuellement, hein, en attendant le grand retour en France, hein. C'est ça, vous avez quand même réussi à garder le Oui, lien on a en gardé France, hein. contact. Ça doit aider, je pense, Oui, oui, ça aide psychologiquement quand même. beaucoup, hein. Et donc, comment ça se passe là, les alarmes avec un bébé? Eh bien, les biberons, c'était dans le bunker, enroulés dans une couverture parce que au sous-sol, bah, il fait très froid. Les premières fois, il y a eu quelques petits loupés, on oubliait les biberons, le lait. Donc, il y a une fois où Jean-Charles a remonté les 13 étages, chercher le lait et le biberon parce que j'avais tout oublié dans le sac à langer dans la précipitation. Mais quand il y a une urgence biberon, bah, on court, hein. C'est ça, JC, il a même pas pensé, Ah bah non, il j'y s'est dit: «Il faut que j'y sais, aille, j'y vais». il monte les 13 étages, il va chercher et puis il revient avec le matériel. Et c'était le seul bébé avec vous dans le bunker? Non, on a rencontré deux autres couples qui faisaient aussi une GPA comme nous, des Français. Donc ça nous a permis de nous soutenir. Et finalement, bah, on était tous les trois ensemble le soir, la journée. Et je pense que c'est un petit peu grâce à cette rencontre qu'on a réussi à traverser cette période compliquée, hein. L'attente à la fin devient interminable. Je pense qu'au bout d'un moment, vous en avez vraiment marre. Les nerfs, ça commence à... 27 jours d'attente à Kiev. On se demande si on va repartir un jour, hein. On commençait, surtout Jean-Charles, il était désespéré et puis de mauvaise humeur. Enfin, entre la fatigue, la guerre, l'attente des papiers, le stress, enfin, c'est dur à gérer, hein. Vous recevez le Saint Graal, le fameux papier. Raconte-nous ce moment. Donc on reçoit un message par mail de l'ambassade de France qui nous informe que bah, ils ont notre laissez-passer et qu'on peut aller le récupérer l'après-midi à 15 heures. Donc on fonce. Alors on récupère le papier, le soir bah, on fait nos valises, on charge tout dans la voiture et le lendemain matin on part. C'est comment votre état d'esprit? Parce que en même temps, c'est vrai que bon, vous êtes content de partir, j'imagine. Mais en même temps, vous laissez Julia derrière vous, avec qui vous avez lié une belle histoire, et vous vous dites, mon Dieu, on la laisse là, quoi. C'est très dur entre le sentiment de joie de rentrer en France et de tristesse de laisser Julia. La veille, on avait passé toute la journée avec elle. On a beaucoup pleuré en se disant au revoir. Julia, maintenant, elle fait partie de notre famille, hein, c'est ce qu'on lui a dit. Et d'ailleurs, on lui avait proposé dès le début du conflit de l'héberger avec sa famille en France, mais les Ukrainiens sont patriotes et ils veulent rester dans leur pays. Donc, ouais, les au revoir déchirants, le retour. Le retour, bah, pareil qu'à l'aller. Alors, on a mis à peu près 2 heures pour passer la frontière. Donc, on avait tous nos papiers et normalement, c'est très long. Et nous, les douaniers, bah, ils n'ont même pas regardé notre fille dans le couffin.
Donc c'est-à-dire qu'en fait, il aurait pu rien avoir dans le couffin. Rien à voir, c'est ça. On a juste présenté nos papiers et les douaniers polonais, ils cherchaient des clopes et de l'alcool. Donc on n'avait rien de tout ça dans la voiture et je pensais qu'ils allaient quand même regarder le visage de l'enfant pour savoir si ça correspondait bien au papier, hein. Et bah non, ils n'ont pas regardé. C'est déroutant, oui. Déroutant et en même temps rassurant. Parce que parfois, quand même, tu peux imaginer le pire, te dire, mon Dieu, ils vont trouver un truc, on va pas pouvoir passer. Enfin, ça doit faire peur aussi, ce moment. Oui, on avait peur que ça soit très long, hein. Malgré qu'on ait tous les papiers, on a toujours peur. Jean-Charles est déclaré père de Nastia en Ukraine. Toi aussi, tu es déclaré comme la mère en Ukraine? Alors en Ukraine, on est déclarés tous les deux parents et une fois arrivé en France, je disparais de l'acte de naissance. Quand l'acte de naissance est transcrit, donc traduit, la maman n'apparaît plus sur l'acte et je vais devoir adopter ma propre fille. Incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est l'administration française, hein. Et est-ce que c'est compliqué de faire ça ou pas? Alors, je ne sais pas, on va bientôt commencer les démarches, mais après tout ce qu'on a vécu, c'est pas ça qui va nous arrêter, hein. Puis là, vous vous laissez peut-être le temps de redescendre tranquillement avant de vous replonger là-dedans, Il y j'imagine. a pas mal de papiers à faire là au niveau de la sécurité sociale, de la mairie, pour déclarer Nastia en France. Donc on dit objectif 2023, c'est ça? Oui, l'adoption. Donc vous passez la frontière et là, soulagement. On passe la frontière, on pleure, on dort juste au pied de la frontière dans un hôtel en Pologne et le lendemain, on réalise que on l'a fait. Et alors, ça fait quoi cette première nuit sans alarme anti-bombardement? Alors là, c'était les alarmes biberons. Pour Mais pas trop être dépaysé quand voilà. même, hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus entendre ces alarmes? C'est un autre sommeil. Ah ouais, ouais, complètement. Tu te sens apaisé, hein. Et donc, il vous reste combien de temps pour vous rejoindre la France? 3 jours de route pour rejoindre la France à notre tour, avec Nastia dans la voiture. Et ben ça s'est très bien passé. Elle a été très sage et je lui donnais même le biberon dans la voiture. On faisait les roues dans la voiture et ça a été impeccable. Peut-être une future petite aventurière, comme ses parents, Oui, je pense qu'elle doit avoir ça dans les gènes, hein, de toute je façon. pense. Et donc, est-ce que tu veux bien nous raconter les derniers kilomètres, l'émotion, ça doit être dingue, non? Ah oui, oui, les derniers kilomètres, tu regardes le compteur, 10, 9, 8, et puis tu retrouves ta petite ville, hein, tu traverses ta ville, donc ça fait bizarre, hein, et puis tu te dis, ah, voilà, j'arrive chez moi, Parce que c'est vrai qu'à un moment, tu avais l'impression que tu n'allais plus jamais revoir chez toi. T'as quand même un doute, tu te dis, on savait quand même qu'on avait potentiellement le risque de mourir, hein. C'est la réalité, hein. On aurait pu mourir dans cette guerre tous les trois, hein. Et là, de revenir en vie tous les trois, c'est un sacré soulagement. Et donc là, vous arrivez devant chez vous, tu nous racontes? Alors, on arrive devant chez nous et il y avait M6 qui nous attendait et nos amis, comité d'accueil et la télévision, hein, et les confettis également, hein. Très important. Très important, bien sûr. Et donc là, ça a été fort en émotion, hein, des pleurs encore, hein. On s'est serré très fort dans les bras, on a présenté notre fille à tout le monde, à nos amis, hein. C'était Parce fort. qu'on ne l'a pas dit, en fait, quand est-ce que vous annoncez à vos parents, par exemple? Alors, on a annoncé à nos parents la naissance de Nastia un mois avant de partir en Ukraine, hein. Ils savaient que vous alliez en Ukraine. Ils savaient qu'on allait en Ukraine, oui. Et donc là, tu nous racontes la rencontre avec Oksana. Oksana, elle m'attendait devant la voiture, hein, les bras ouverts et je suis étendue sa petite sœur et je lui ai déposée dans les bras. Et elle a eu du mal à réaliser que c'était vrai, hein. Et même encore à l'heure actuelle, elle me dit tous les jours, maman, j'ai du mal à croire que j'ai une petite sœur. Et bon, bah, comment ça se passe maintenant, là, ces premiers jours à la maison? Ça fait quoi? Ça fait une semaine que vous êtes rentrés? Oui, une semaine pile poil. Il y a pas mal de rangements à faire. On a présenté Nastia, on a eu beaucoup de visites, hein. Donc très fatigant. On va dire que la première semaine est éreintante. Mais là, une très bonne fatigue, Ah j'imagine, dans oui, le fond. très Ouais. bonne fatigue de revoir tous nos proches, de raconter aussi notre histoire, notre vécu. Ça fait du bien de partager tout ça. Si c'était à refaire, on le referait.
C'est vraiment une expérience humaine incroyable. On a rencontré une famille exceptionnelle, hein. La famille de Julia est incroyable aussi, hein. Et on espère qu'elle viendra chez nous en France en vacances. On l'a invitée et je suis sûre qu'elle viendra. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et puis d'avoir accepté de revenir aussi quand même dans le podcast. C'est un grand plaisir. Donc on va clôturer cet échange. Déjà, j'aimerais beaucoup que tu nous dises que ça vous a apporté finalement de vivre cette expérience de GPA, peut-être personnellement. Toi, est-ce que ça a nourri chez toi Alors c'est sûr qu'on aurait préféré avoir un parcours classique. Cette expérience de GPA a été compliquée, hein, quand même, mais avec du recul, je crois que ça nous a beaucoup apporté humainement. Et Julia nous a offert un cadeau incroyable et je crois que j'aurais jamais assez d'une vie entière pour la remercier. Écoute, je vais te proposer de clôturer cet épisode en donnant le petit mot de la fin à des personnes aussi peut-être qui seraient dans une situation similaire à la vôtre et qui réfléchiraient peut-être à une GPA mais qui n'oseraient pas se lancer. Alors, comme j'ai partagé notre histoire sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de couples qui m'ont contactée. Je leur ai apporté mes précieux conseils. Et la plus belle récompense que je viens d'avoir cette semaine, c'est un couple qui va signer un contrat de GPA grâce à notre histoire. Ils avaient perdu confiance et en découvrant notre histoire, ils se lancent. Alors par contre, c'est un contrat qu'ils vont signer en Géorgie du fait que la guerre en Ukraine, c'est compliqué, hein. Donc je les ai mis en relation avec une personne qui s'occupe de ça et je suis tellement heureuse. Notre histoire a apporté beaucoup d'espoir, je pense. Et du coup, tu leur dis de foncer, quoi. Ah oui. Cette GPA nous a tellement apporté et le bonheur que c'est d'avoir son enfant, hein, c'est un bonheur immense. Donc je ne peux que conseiller ce parcours, hein. Merci beaucoup Élodie encore une fois pour ce beau récit de voyage. Et tu vois, ça fait plusieurs années que j'ai envie de mettre en avant un témoignage justement sur une gestation pour autrui dans le monde. Et en fait, je suis super heureuse que ce soit toi finalement qui raconte ce parcours. Merci beaucoup Adèle. Écoute, je te souhaite plein de bonheur maintenant avec tes 2 filles, avec Jean-Charles. Je vous souhaite d'être heureux et de vivre une belle vie paisible. Bon, pas si paisible parce qu'on te connaît, mais loin de la guerre et tout ça. Une vie remplie de voyages. Exactement. À bientôt. À bientôt Adèle. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.